Donc le diagnostic, il est clinique avant tout. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est des infections qui sont généralisées et donc il faut chercher les signes de gravité. Et donc la première chose à faire, c'est qu'il faut regarder votre patient. Souvent les péritonites, ils ont un teint terreux, gris. Ils sont pas tout rosés, quoi. Il a mal, donc il a le faciès douloureux. Et puis on va rechercher des signes d'état de choc. Quels sont les signes d'état de choc? C'est les marbrures. Et puis vous avez le scope. Aux urgences, ils ont le scope, donc vous avez le pouls et la tension. Et donc qu'est-ce que ça donne? Une tachycardie, une hypotension. Tout ce qui se passe dans le ventre a une répercussion sur l'état général. C'est-à-dire que vous allez avoir une conséquence au niveau de tout l'organisme, et notamment au niveau respiratoire. Quand vous avez un patient qui a du mal à respirer après une intervention chirurgicale ou qui a mal au ventre, c'est une péritonite jusqu'à preuve du contraire. C'est la conséquence de cette infection généralisée au niveau du péritoine qui va donner des signes respiratoires, et notamment des véritables insuffisances respiratoires aiguës. Les signes généraux, donc on en a parlé, la fièvre, le pouls accéléré avec la tachycardie, l'hypotension, les signes de choc, les signes de déshydratation. En fait, le teint terreux qu'on dit le malade il est gris, il est vraiment gris, il est moche. En fait, c'est des signes de déshydratation. Quel est le bon signe de déshydratation quand vous voyez votre patient aux urgences? Le pli cutané. Vous prenez la peau de votre patient, là, elle tient pendant 3 secondes, hop, il faut vite le remplir et pas mettre un petit pochon. Vous allez interroger votre patient qui est un peu douloureux, donc il ne sait plus trop. Généralement, la douleur, elle est brutale dans la péritonite généralisée. Elle est intense, elle est continue. Il n'y a pas de période d'accalmie. Il faut essayer de demander à votre patient où est-ce qu'elle a commencé. Ça va vous aider à essayer de localiser le siège de la perforation. L'irradiation, qu'elle soit dorsale, c'est souvent une irradiation dorsale en suce mésocolique, mais c'est rare. Il faut rechercher les signes qui s'accompagnent, les nausées, les vomissements, l'arrêt du transit. Demandez si votre patient, ça fait plusieurs mois qu'il ne va pas bien. Parce que si ça fait plusieurs mois qu'il ne va pas bien, qu'il perd du poids, qu'il ne mange pas, qu'il a des troubles du transit, à ce moment-là, il faut suspecter une pathologie tumorale sous-jacente. Et puis un des très bons signes, c'est le hoquet. C'est l'irritation du diaphragme. Toujours le même problème. Le liquide, il est réabsorbé au niveau diaphragmatique. Il y a un abcès au niveau du diaphragme ou du liquide infecté, une inflammation au niveau du diaphragme, ça donne un hoquet. D'accord? Un bon signe d'infection péritonéale. Cliniquement, une péritonite, si elle est localisée, ça va vous donner une défense. Quand vous avez une péritonite généralisée, c'est vrai que le plus souvent, ça donne, et c'est le seul cas, où ça donne une contracture généralisée, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle l'abdomen de bois. Vous ne pouvez pas appuyer sur le ventre de votre malade qui est en train de se plier de douleur. Une fois que vous avez interrogé votre patient, donc là on y revient, les signes physiques, donc là vous allez l'examiner, vous allez l'inspecter, vous allez regarder si le ventre il est gonflé ou pas. Généralement le ventre il bouge pas quand il a une péritonite, il n'y a plus de respiration abdominale. Un des très bons signes, c'est ce signe-là, c'est-à-dire que le patient ne bouge pas, il est figé dans son lit, il ne veut pas bouger, parce qu'il a hyper mal au ventre, parce qu'il a sa péritonite. La péritonite, elle est asthénique, votre patient, il ne bouge pas. Et il ne veut pas qu'on le bouge, hein. Je vous jure, ils ne veulent pas qu'on les touche. Donc à la palpation, la dépression, elle est... Vous n'arrivez pas à déprimer le ventre. C'est-à-dire que vous allez essayer de vaincre cette contracture, la contracture des muscles, mais vous n'allez pas y arriver. C'est la définition de la contracture. A contrario, si vous avez une défense, certes, il va avoir mal quand vous allez commencer à appuyer, vous allez avoir les muscles qui se contractent, mais progressivement, vous allez arriver à vaincre cette contraction musculaire et à aller palper en profondeur la région abdominale qui vous intéresse. La contracture, elle est permanente, donc douloureuse. À la percussion, vous recherchez un tapanisme. Un des très bons signes, c'est au niveau de l'hypocondre droit. Pour mesurer la flèche hépatique, la taille du foie, vous allez avoir une matité en hypocondre droit, et donc vous allez mesurer la matité. Donc au-dessus, c'est les poumons, et puis en dessous, vous allez voir jusqu'où va votre foie si vous arrivez à le palper. Et généralement, ça fait 10, 12, 15 cm. Quand vous avez une péritonite et une suspicion de perforation, vous vous mettez à l'endroit où il y a le foie, en hypocondre, et vous allez percuter. Et donc là, vous allez perdre la matité du foie, puisqu'il y a de l'air qui est venu se mettre devant. Vous avez généralement un pneumopéritoine,
Et donc vous allez avoir la perte de la matité hépatique ou un tapanisme au niveau hépatique. Et ça signe le plus souvent, c'est un très bon signe, si vous arrivez à le trouver, vous êtes trop fort, ça signe une perforation avec un pneumopéritoine. À l'auscultation, normalement vous avez une diminution des bruits hydroaériques, c'est pas un très bon signe. À l'auscultation, il n'y a rien de particulier sur la péritonite. Les touchés pelviens, en tout cas le toucher rectal et le toucher vaginal, il n'a qu'un but, c'est de rechercher ce qu'on appelle le cri du Douglas. C'est un signe d'irritation péritonéale et d'infection péritonéale. Les examens complémentaires, c'est biologie, imagerie. Il faut toujours faire des cases, des lignes. À la biologie, vous allez demander une numération formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose que vous n'avez pas forcément. Dans les péritonites chimiques, vous n'avez pas forcément de globules blancs élevés à 20 ou 30 000. Quand vous avez une péritonite stercorale, là vous pouvez avoir des hyperleucocytoses majeures avec 20 000 globules blancs. Un ionogramme sanguin pour regarder la créate, les signes de déshydratation. Et puis, ce qui va vous aider en disant c'est plutôt infectieux, c'est la fameuse CRP. Alors ça c'est débattu, il y a des gens qui ne veulent pas faire de CRP, des gens qui veulent faire des CRP. Toujours est-il que si vous avez une péritonite avec une infection dans le ventre, votre CRP elle va probablement être augmentée. Dans les examens d'imagerie, l'ASP, c'est-à-dire que normalement vous n'avez pas le droit de prescrire un ASP pour recherche de pneumopéritoine, d'occlusion, c'est fini, c'est normalement le scanner abdominopelvien qu'il faut prescrire. Ce qu'on regardait, c'était la présence d'un pneumopéritoine et notamment le fameux, et ça vous l'allez voir dans tous les livres, le fameux croissant gazeux sous la coupole, sous la plèvre, qui signait le pneumopéritoine. La péritonite avec la grisaille diffuse au niveau de l'ASP et des anses cernées, je crois que moi j'ai jamais réussi à savoir ce que c'était. De toute façon l'ASP est toujours mal fait, c'est toujours gris, on voit rien, voilà. Donc il faut l'oublier, en dehors du pneumopéritoine où vous pouvez avoir des belles images. Pourquoi vous l'oubliez? Parce que maintenant vous avez le scanner, un scanner sans injection c'est un hyper bon ASP. Vous faites des reconstructions, vous allez voir votre pneumopéritoine, vous allez voir du liquide, vous avez le diagnostic de votre perforation. Et puis quand vous arrivez à avoir un scanner injecté, vous pouvez de temps en temps voir de façon un peu mieux les abcès, où est-ce qu'ils sont localisés, où est-ce qu'il y a du jus, est-ce que ça va passer médicalement, est-ce qu'on peut le drainer, et puis surtout la cause. Voilà, parce que de temps en temps, on a du mal à faire la part des choses entre l'ulcère gastrique ou la péritonite diverticulaire. De temps en temps, il y a des cas qui sont un peu difficiles et c'est le scanner qui va vous aider. Sans forcément, d'ailleurs, localiser le trou. Le trou, on le voit rarement, sauf s'il est gros. D'accord? Donc le scanner, il vous donne des arguments indirects. Il vous donne l'air, le liquide, la présence d'abcès, un épaississement de l'estomac ou un épaississement du côlon, mais il va rarement vous montrer le trou.